Bonjour, bienvenue dans le dos de la cuillère. Je suis Magali, diététicienne nutritionniste spécialisée dans les alimentations végétales. Ce podcast a pour but de partager mes expériences, mes rencontres et mes réflexions sur la diététique et le véganisme. Je te souhaite une bonne écoute. Suite et fin de mon partage d'expériences sur le BTS diététique en tant qu'étudiante végane. Dans le dernier épisode, je suis revenue sur les questions qu'on me pose sur cette formation en général et maintenant, je vais creuser un peu plus le sujet à travers mon point de vue d'étudiante végane. Première question. Est-ce que tu as cuisiné de la viande pendant tes stages ? Alors, comme je le disais précédemment, finalement, les seuls moments où je me suis retrouvée à cuisiner, c'était pendant mes stages en restauration collective. Et c'est un passage obligé. À un moment ou à un autre, pour comprendre complètement le fonctionnement d'une cuisine centrale, il faut passer par tous les postes et ça inclut la cuisine. Mais une fois ou deux pendant le stage, ça suffit. Surtout que ces stages ne durent pas très longtemps et qu'il y a beaucoup d'autres choses à faire pour le mémoire. Pour rappel, on n'est pas censé être de la main-d'œuvre gratuite, même si je sais qu'il y a des structures qui abusent. En ce qui me concerne, les stages de restauration collective n'ont pas été les plus difficiles à trouver, donc j'ai pu me permettre de cadrer pas mal de choses dès les entretiens. Je leur expliquais ma démarche, ce dont j'avais besoin pour mon diplôme. En général, ils et elles ont l'habitude, mais c'est bien de le rappeler pour être sûr qu'on est raccord et qu'on part sur de bonnes bases. Je leur montrais ce que je pouvais mettre sur la table par rapport à mon profil. On discutait de ce dont ils et elles avaient besoin et on actait ensemble, entre autres, que j'occuperais ce poste en cuisine pendant les jours du menu végétarien. Ça n'a posé aucun problème à mes tuteurs et tutrices. J'ai quand même été en contact avec de grandes quantités de produits animaux et ça n'était pas toujours facile pour moi qui vivais dans ma petite bulle végane depuis tant d'années. J'ai subi des remarques bien nulles par certains membres du personnel ou des supérieurs parce que je suis une femme, parce que je suis végane. Et moi qui étais ma propre patronne depuis tant d'années, ça a été très challengeant de fermer ma bouche et de devoir subir certaines personnalités et situations toxiques sous prétexte de rapports hiérarchiques. Et encore, du fait de mon âge avancé... Bon, alors, pour résumer, je suis vieille. Je pense que j'ai été quand même un peu épargnée. Deuxième question. Est-ce que tu as parlé de ton véganisme dans ton mémoire ? Est-ce que ça t'a porté préjudice pendant ta soutenance ? Alors, est-ce que j'ai parlé de mon véganisme dans mon mémoire ? Pas franchement, mais je ne l'ai pas caché non plus. Je n'ai pas écrit « je suis végane » ou « j'ai une alimentation végétalienne depuis X années ». J'ai seulement mentionné que je prévoyais de me spécialiser dans l'alimentation végétale et durable dans la partie sur mon stage à thème optionnel, puisque j'avais préparé des paniers de menus végétaliens pour un drive zéro déchet. Donc en se basant uniquement sur la lecture de mon mémoire, on pouvait deviner que j'avais probablement une alimentation 100% végétale, mais ce n'était pas énoncé clairement. Par contre, au moment de ma soutenance, quand j'ai expliqué mon projet professionnel et les motivations derrière la reprise de mes études, ça a bien sûr été abordé. Est-ce que ça m'a porté préjudice pendant ma soutenance ? Ça, c'est difficile à évaluer. D'autant plus que j'ai pas un très bon souvenir de ce moment. J'étais très stressée et déstabilisée parce qu'il y avait eu des problèmes d'organisation des jurys et j'avais été convoquée tôt le matin, les examinatrices pensaient que je passais dans l'après-midi et je suis finalement passée en fin de matinée. J'adore quand un plan se déroule sans à-coups. Les élèves qui sont passés avant moi avec ce jury sont ressortis de la salle soit en pleurant, soit en colère. Et donc j'essayais de me remettre dans ma posture de future diététicienne sûre d'elle et de ses capacités. Bref, la meuf badass que je décrivais dans l'épisode précédent. Mais en réalité, je suis redevenue une étudiante hésitante et complètement paumée. Il faut savoir aussi que les jurés de soutenance vous posent des questions, mais sont censés garder une attitude neutre face à vos réponses, donc ni critique ni encourageante. Du coup, difficile de se rendre compte si les réponses qu'on donne sont bonnes ou pas. Et mes examinatrices maîtrisaient parfaitement le poker face. Donc mon esprit paniqué envisageait évidemment le pire à chacune de mes réponses et me plongeait un peu plus dans le stress au fur et à mesure de l'entretien. Et plus le temps passait, plus j'avais l'impression qu'elles avaient seulement survolé mon mémoire parce qu'elles me posaient des questions que je trouvais très décalées par rapport au contenu. Par exemple, une partie de moi attendait impatiemment qu'on passe à la partie de mon étude personnelle dont le thème était, pour rappel, quels moyens mettre en place pour lutter contre la grossophobie dans le milieu de la diététique.
J'avais passé beaucoup de temps sur cette étude parce que le sujet me passionne et même si le format du mémoire de BTS est hyper contraignant, j'en étais plutôt fière. Quand je l'ai publié sur mon site après la soutenance, des collègues diètes plus expérimentés que moi m'ont fait des retours très positifs et elle a même été citée plus tard dans le mémoire d'une autre étudiante. Eh bien, la seule question qu'elles m'ont posée sur ce sujet, c'était « Donc vous pensez que toutes les diététiciennes sont grossophobes ?» Alors que justement, j'avais fait exprès de ne pas aborder le sujet depuis mes convictions personnelles, parce que dans ce cadre, on s'en fout en fait, et j'avais uniquement partagé les alertes des personnes concernées, appuyées par des études que j'avais bien sûr citées. Tout ça pour ensuite développer des solutions qui existent déjà, proposées notamment par la Haute Autorité de Santé et d'autres spécialistes. Bref, sur la grille d'évaluation du mémoire, la partie études personnelles est notée sur 3 points qui doivent évaluer l'intérêt de l'étude, la qualité de la réflexion, la rigueur de la démarche, l'utilisation ou l'approfondissement de connaissances, etc., etc. Eh bien, je n'ai pas eu 3 points, je n'ai pas eu 2 points, j'ai eu 1 point sur 3, ce qui correspond à insuffisamment maîtrisé dans la grille d'évaluation. Voilà. You're a loser. Et puisque j'en suis à la notation du mémoire, dans le premier épisode, je me demandais si l'usage de l'écriture inclusive allait me pénaliser. Donc, pour info, sur les 4 points qui concernent la qualité de l'expression écrite, syntaxe, rédaction, orthographe, j'ai eu 3 points sur 4. Et au final, j'ai eu 11 sur 20 au mémoire en note globale, écrit plus soutenance. Je dois t'avouer que l'écriture de cet épisode s'est un peu transformée en thérapie et je me rends compte en revenant sur cette soutenance que j'avais pas mal de choses à extérioriser. Donc, je voudrais juste te rappeler quand même qu'il s'agit de mon ressenti, de mon expérience individuelle et qu'on ne peut bien sûr pas la généraliser. Si ça se trouve, mon état de panique ce jour-là ne m'a pas permis d'apprécier la situation objectivement. Peut-être que mon mémoire était top et que je suis tombée sur des examinatrices qui ne l'avaient pas lu avec attention, qui n'aimaient pas les véganes ou qui se sont senties injustement insultées par mon étude personnelle. Peut-être au contraire que mon mémoire était complètement nul et que leurs questions que je trouvais bizarres m'ont permis de faire remonter ma note globale jusqu'à la moyenne. Ou peut-être tout simplement qu'elles ont très objectivement estimé que mon travail était moyen et que ma soutenance était moyenne et que tout ça méritait juste un 11 sur 20. Va savoir. Et maintenant, passons à l'épreuve d'ATA, activité technologique d'alimentation, aussi appelée technique culinaire, où on doit cuisiner devant un jury. Alors, apparemment, cette épreuve a été modifiée avec la réforme du BTS. Elle s'appelle maintenant Conception et réalisation d'un atelier culinaire dans le cadre d'une intervention en santé publique. A priori, il faut quand même cuisiner, mais les modalités et les objectifs ne sont plus tout à fait les mêmes qu'à mon époque, donc je ne sais pas comment c'est possible de peut-être aménager cette épreuve pour qu'elle soit plus végé-friendly. En tout cas moi, quand je l'ai passée, ça se passait comme ça. Le jour de l'épreuve, on avait du matériel personnel à amener comme des torchons, des gants, des charlottes. On se mettait toutes et tous en tenue dans un couloir avec des vêtements et des chaussures qu'on avait apportés et on entrait dans une salle composée de plusieurs postes de cuisine, un par personne, et du matériel à se partager, électroménager, vaisselle, ustensiles, etc. On nous distribuait une copie et l'épreuve démarrait pour 3 heures. Sur la copie, il y avait une série de questions théoriques et l'énoncé de la problématique. Dans mon cas, c'était l'élaboration de 2 plats. Une assiette d'escalope de dinde à la milanaise avec purée de pommes de terre pour une ado cœliaque de 14 ans et un riz au lait aux fruits pour 2 collégiens. Une fois qu'on peut voir la copie, l'épreuve démarre. Il fallait répondre aux questions théoriques, dans mon souvenir c'était des questions liées au gluten, donc ça allait, et préparer le bon de commande qui est une sorte de liste de courses des ingrédients qu'on prévoit d'utiliser pour les recettes. Ce bon de commande est hyper codifié. Et surtout, il fallait pas se louper, parce que si on se rendait compte pendant qu'on faisait la recette qu'on avait oublié un ingrédient ou qu'on en avait trop pris par rapport à nos besoins réels, on était pénalisé. Une fois qu'on a fait cette liste de courses hyper relou, il faut aller se servir les ingrédients, les préparer en respectant les normes d'hygiène habituelles en cuisine et commencer les préparations. Quand c'est fini, on dresse tout ça et on stocke au chaud ou au froid, toujours en respectant les règles d'hygiène, mais sans trop en faire non plus parce qu'il faut éviter les déchets superflus. Il faut bien sûr faire la vaisselle au fur et à mesure et tenir son poste de cuisine propre et dégagé.
Après avoir vérifié que nos bons de commande sont conformes, nous avoir surveillés pendant qu'on cuisinait, les examinatrices goûtent nos plats. Tout ça, plus les réponses aux questions théoriques, donnent une note globale. Donc ça, c'est le déroulement de l'épreuve tel que ça se passait à mon époque. Et pour moi, c'était horrible. Déjà parce que, comme je l'ai dit plus tôt, je suis nulle en gestion de stress, et là, mon stress atteignait des sommets. Parce qu'il faut savoir que c'est une épreuve qui stresse déjà pas mal les étudiantes et étudiants en général. Il se trouve que le fait d'être étudiante à distance, c'est hyper pénalisant parce que c'est une épreuve pratique. Et chez nous, on cuisine pas du tout comme dans une cuisine professionnelle. Quand on est en école, on s'entraîne toutes les semaines pour cette épreuve. Par exemple, les élèves en BTS diététique du lycée où j'ai passé mon épreuve s'étaient entraînés toute l'année dans cette cuisine. Ils et elles connaissaient la force des plaques, du four, l'électroménager qui était à disposition, etc. Quand on est élève à distance, on rentre dans cette salle et même si les examinatrices nous ont montré où sont les placards, les ustensiles, etc., c'est pas la même chose de les découvrir le jour de l'examen que de les utiliser pour pratiquer toutes les semaines pendant 2 ans. Et c'est comme ça qu'avec quelques-unes de mes collègues, pour faire la chapelure de notre milanaise, on s'est retrouvés à projeter de la biscotte sans gluten partout dans la salle en essayant de l'écraser avec un verre contre une assiette. Tout ça pour voir les autres élèves aller chercher plus tard un mixeur électrique. Loser. Il y a aussi la gestion du temps. Il faut aller très vite. Moi, j'avais eu la chance de pouvoir faire un entraînement presque en conditions réelles avec une amie qui est prof d'ATA dans une école privée et elle a eu la gentillesse de me faire passer l'épreuve avec que des recettes et donc des ingrédients végétaliens. Et quand je m'étais entraînée avec elle, j'avais mis 5 heures pour tout faire. It's been 84 years. Donc, j'avais conscience qu'il fallait que je sois hyper speed le jour de l'épreuve si je voulais tout faire rentrer dans les 3 heures. Et évidemment, facteur de stress supplémentaire, il y avait la question des produits animaux. Donc maintenant, la question qu'on m'a le plus souvent posée, est-ce que tu as cuisiné des produits d'origine animale pendant l'épreuve d'ATA ? Il faut savoir qu'il existait une possibilité d'être interrogé sur une recette végétarienne, mais c'est une probabilité assez faible. Donc moi j'espérais, mais j'y croyais pas trop. Et aussi, je m'étais fantasmé un univers parallèle où j'aurais cartonné sur toutes les autres épreuves et où je pouvais me permettre de saboter celle-ci en oubliant de cuisiner les produits animaux. Sauf que dans la réalité, malheureusement, c'était loin d'être le cas. Donc, si je voulais avoir mon diplôme cette année, il fallait que je limite la casse en ATA. Je me suis donc résignée à devoir cuisiner des produits d'origine animale pour cette épreuve, mais je ne savais pas trop comment j'allais gérer ça. Parce que, comme je le disais dans le premier épisode, premièrement, je ne voulais pas m'entraîner avec des produits d'origine animale, donc je me suis entraînée pour apprendre les recettes ou les gestes relatifs à l'hygiène avec des alternatives végétales. Mais ça a bien sûr des limites, donc j'étais pas du tout au point en arrivant à l'épreuve. Deuxièmement, ça faisait plus de 10 ans que je n'avais pas cassé un œuf ou fait cuire du lait, donc là aussi, je partais pénalisée. Troisièmement, et enfin, j'avais peur de ma propre réaction. J'avais peur de mal réagir entre le stress et le fait de devoir cuisiner de la viande ou du poisson. Je le répète, c'est vraiment une question très personnelle et individuelle. Il y a sa sensibilité personnelle à être exposé à de la chair animale, en particulier dans une situation aussi stressante, et il y a la capacité ou la volonté de participer à ce système complètement absurde qui consiste à faire comme si cette escalope qu'on essaye de faire cuire mais sans la cramer et qu'on assaisonne pour qu'elle soit ensuite goûtée et probablement jetée juste après l'épreuve, c'était pas en réalité une partie d'un animal qui est mort juste pour ça. Comme je l'avais dit, manipuler du fromage, là c'était du parmesan, du beurre, du lait ou des œufs, je m'en sentais capable. Pour la chair animale, viande ou poisson, je savais pas du tout. Je m'étais préparée mentalement en me disant qu'avant d'être végane, j'avais fait ces gestes des milliers de fois. Je me suis projetée en train de cuisiner. J'avais imaginé la scène avec les autres élèves autour de moi en train de le faire aussi. Bref, j'avais essayé d'anticiper au maximum comment ça allait se dérouler pour être prête et ne pas me laisser déborder par les émotions. Sauf qu'au moment où les autres élèves ont commencé à ouvrir les barquettes, je me suis faite surprendre par l'odeur des morceaux de dinde qui a commencé à se répandre dans l'air.
Et ça, j'étais pas prête et ça m'a franchement déstabilisée. Dans un moment de dégoût mélangé de panique, j'ai commencé à sentir les larmes me monter. Et puis, j'ai essayé de me ressaisir. J'ai cherché à me rassurer en me disant que ce serait probablement la dernière fois de ma vie que j'aurais à faire ça, et que comme je n'avais pas été suffisamment brillante sur les autres épreuves, il fallait que je prenne sur moi et que j'aille au bout de celle-ci. Et j'ai donc cuisiné des produits animaux, pas très brillamment on s'en doute, et j'ai eu une note globale pour cette épreuve de 10,5 sur 20. Alors, je pense que cette épreuve, aussi stressante soit-elle, et pour tout le monde, pas que pour moi, je pense qu'elle est nécessaire parce que c'est quand même important de s'assurer que les personnes qui obtiennent le diplôme de diététique et nutrition aient des connaissances minimum en cuisine, qu'elles connaissent les recettes les plus fréquentes, etc. Surtout que dans le cursus initial, les élèves y commencent juste après le bac. Beaucoup d'entre elles et d'entre eux vivent encore chez leurs parents ou en sortent à peine, et la plupart n'ont pas forcément l'habitude de cuisiner tous les jours. Donc là-dessus, on est d'accord, il faut être formé et donc pouvoir évaluer les élèves sur ces connaissances. De plus, dans un souci d'égalité, cette épreuve était la même pour tout le monde, quelles que soient nos convictions religieuses, nos convictions éthiques et même quelles que soient nos allergies. Il n'y avait vraiment aucune échappatoire. Donc, j'espère que la nouvelle réforme va permettre de s'assurer que les élèves ont de bonnes bases en cuisine, tout en rendant l'épreuve plus aménageable et en tenant compte des particularités de chacun et chacune, de l'évolution des mentalités, des impératifs écologiques, etc. Voilà, je pense avoir répondu aux questions qu'on m'a le plus souvent posées. Pour conclure, j'aimerais juste rappeler que le diplôme de diététicienne est nécessaire mais malheureusement pas suffisant pour accompagner les personnes végé. De même que je ne le trouve pas suffisant non plus pour accompagner des personnes sportives ou souffrant de troubles des conduites alimentaires ou encore les enfants, etc. D'après les retours que j'ai autour de moi, il est primordial de continuer à se former à la sortie du diplôme, parce qu'il s'agit bien là d'une spécialisation comme une autre. Et pour ce qui est du VG, pas besoin d'étudier pendant des années. De toute façon, au moment où j'enregistre cet épisode, il n'existe que 2 formations que je recommande. La première, le DU Alimentation végétarienne de l'Université de la Sorbonne, qui peut être passé à distance. Ce DU est très complet, avec des intervenants et intervenantes, vraiment des pointures dans leur domaine. Et cette formation aborde les spécificités nutritionnelles des alimentations végé, leur aspect sociologique, comment sont établies les recommandations nationales, etc. Elle se déroule de janvier à juin avec une présentation orale de projet en septembre. Son seul défaut, c'est que ça représente un certain budget. La deuxième que je recommande, c'est la formation de ma collègue Virginie Bach. Je sais, j'en ai déjà parlé, mais je la trouve vraiment idéale pour les diètes qui s'intéressent à l'alimentation végétale et qui souhaitent accompagner sérieusement leurs patients et patientes végé. Et là, niveau budget, on est sur un prix imbattable si on compare à la qualité de son contenu. Promis, je touche pas de commission sur la vente de cette formation, mais je la trouve tellement indispensable que j'en ai même fait une courte vidéo de recommandation qui est maintenant sur la page de sa formation sur son site. Et sinon, un bon point de départ pour se sensibiliser aux alimentations végé selon moi, les 2 livres de mes autres collègues de l'ONAV, Léa Lebrun et Fabien Badariotti, qui ont coécrit ensemble La meilleure façon de manger végétal, qui est très accessible et que tu peux conseiller à tes patients et patientes, et le tome 2 qui s'appelle La science de l'alimentation végétale, qui lui est beaucoup plus technique et orienté science de la nutrition, donc que je recommande en général aux diètes pour capter les enjeux d'une alimentation végétale et peut-être aussi la nécessité d'aller plus loin et de se former si ça les intéresse. Bon, ça y est, je crois que j'ai tout dit. Désolée pour le temps que ça m'a pris pour faire cette suite et pour sortir cet épisode, mais comme tu le vois, j'avais pas mal de choses à dire. Et en ce moment, je n'ai pas beaucoup de temps à consacrer au podcast parce que certes, j'ai enfin arrêté d'accumuler les formations et les diplômes, mais j'ai toujours mon entreprise à gérer, mes activités au sein de l'ONAV, la Dosette, qui est la newsletter que je viens de lancer. Si tu n'es pas encore abonné, qu'est-ce que tu attends ? Et surtout, ce n'est pas encore terminé, donc je veux pas tout dévoiler, mais j'aimerais reprendre les consultations en 2026 sous un format un peu différent de ce que je proposais et qui se fait habituellement en diététique. Et ce projet me demande pas mal de boulot. Donc voilà, mes journées ne font que 24 heures. J'essaye de garder un équilibre vie pro, vie perso pour ne pas me retrouver dans le même état qu'à la fin du BTS. Donc je fais au mieux pour te sortir des épisodes que j'espère de qualité et le plus régulièrement possible, mais c'est pas toujours simple.
En tout cas, même si je ne suis pas hyper réactive, je me régale toujours autant de lire tes commentaires sur les plateformes d'écoute, tes messages sur Instagram et tes réponses à la newsletter. Donc merci de continuer à me soutenir et à m'encourager, ça m'aide énormément. C'est la fin de cet épisode, j'espère que tu auras pris autant de plaisir à l'écouter que moi à le produire. N'hésite pas à t'abonner pour être averti de chaque nouvelle sortie et si tu le souhaites, tu peux laisser un avis sur ta plateforme d'écoute préférée, ça m'aidera beaucoup. Si tu as des questions ou que tu souhaites échanger, tu peux aussi me retrouver sur Instagram sur ma page Magali le dos de la cuillère ou par mail à l'adresse coucou@ledosdelacuillère.fr. Allez, je me ressaisis. Hé Je refais le... Ah ouais? Oui, c'était nul. Ok. Ok. Je pensais faire un truc plus détente et chill. Ok. Allez, on redevient pétillante et pimpante. Non. Ah putain, c'est pas fini. Ah. Et je crois que c'est ça. Non, merde. J'ai écrit je crois, mais je l'ai mal lu. Non. Oui. Et pour moi, c'était horrible. J'ai l'impression que tout est horrible. Ouais, ça se répète. De même que je ne le trouve... Ah, oui. Par les émotions. Putain, j'ai envie de pleurer. Ouais. C'est fou, hein? Ça va, Ouais.